J'avais lu une interview de Roger Federer qui disait qu'il visualisait les moments où il soulevait la coupe, pas les moments où il gagnait. Tu vois, avant de rentrer sur le match, le mec visualise déjà l'après-victoire. Okay. Et moi, là, j'étais dans une posture où je visualisais déjà ma défaite. En mode, tu vois, je suis fatigué. J'étais allé voir un fournisseur en Bretagne, l'aller-retour dans la journée. Et tu vois, tu te fais 3h30 de train le matin, le soir. Et tu joues à 21h. Ouais. Et j'étais en mode, je vais perdre. Et en fait, il y a un moment, là, pour le coup, c'est Pierre qui m'a coaché. Il m'a dit, mais mec, t'as juste été assis pendant 7 heures dans un train. C'est fatigant. Mais t'as largement... Et en fait, il a eu les mots qui m'ont fait changer à la fin du premier set où je pense qu'on s'était pris 6-1 et je crois derrière on gagne 6-2, 6-2, tu vois. Hello Louis. Salut Laurent, ça va ? Ça va et toi ? Ouais. Je suis ravi de t'accueillir pour ce deuxième épisode du podcast, tu vois, nouveau projet. Et merci de nous accueillir chez toi. Ouais, c'est la première fois que je fais ça chez moi et très heureux de le faire avec toi parce qu'on a un lien d'amitié avec ton frère et toi, mais voilà, très heureux. C'est très gentil, on est très bien, il y a une bonne atmosphère, donc c'est parfait pour discuter de mental en plus. Le lien en plus de faire fait. ce sujet ici, ça va me ouvrir encore plus, je pense. Génial. Et ben pour commencer, je te propose de manière classique de te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas, voilà, de nous raconter qui tu es, et puis ensuite on commencera à parler un petit peu de ton enfance et de ce qui t'a amené jusqu'à aujourd'hui. Yes, alors je m'appelle Louis Marty, j'ai 34 ans, Sagittaire, j'aime bien donner mon signe astrologique pour ceux qui suivent ça. Voilà, j'habite à Paris, papa d'une petite fille mariée et beau papa aussi d'une grande fille et entrepreneur dans la vie. J'ai créé il y a 11 ans maintenant une marque qui s'appelle Merci Andy, donc une marque de soins pour le corps, le visage et les mains, surtout les mains, c'est là que beaucoup de gens nous connaissent. On a créé ce produit-là il y a 11 ans en se disant on va prendre un produit ordinaire qu'on va rendre extraordinaire. On a mis des couleurs, des paillettes, du plastique recyclé, une formule vegan, plein de choses et on en a vendu à peu près 50 millions d'unités. On vient de dépasser ce chiffre, donc c'est beaucoup. Magnifique. Et maintenant on est une vraie marque donc moi j'aime bien le mot personal care, le mot care j'y tiens beaucoup, donc de soins des personnes et on vise plutôt les jeunes, voilà, très grosse marque sur les réseaux, on a quasiment 1 million de followers entre Instagram et TikTok et voilà, je suis très heureux de mon aventure entrepreneuriale. Super. Un bon résumé. Bon résumé. Si on repart quelques dizaines d'années en arrière, est-ce que tu peux nous raconter voilà, quel petit garçon t'étais, si maintenant avec le recul tu arrives à voir un peu les prémices de tes choix d'aujourd'hui, de tes goûts d'aujourd'hui, où est-ce que tu as grandi, voilà, un petit peu nous décrire ton enfance et puis ton adolescence. Yes, j'ai grandi en banlieue parisienne, parents divorcés, mère divorcée tôt d'ailleurs, je crois à 4 ans, divorce compliqué. Ouais. Tu vois, j'ai revu que mes parents ensemble dans le hall de la mairie de mon mariage. Ok. Et maintenant, ils sont redevenus avec leur conjoint aussi, pas amis, mais en tout cas, on se refait des Noëls tous ensemble et c'est quand même chouette, mais ça a mis 25 ans, je dirais. Ouais. Mais revoir ses parents dans le hall de la mairie, c'est un délire quand même. Ouais. Je les avais pas revus ensemble avant. Et ça t'a grosse émotion, grosse émotion. Mais tu vois, j'étais plus stressé. Ouais. J'étais plus stressé de ça que du mariage à la mairie et si monsieur le maire allait bien faire ça c'est ce qu'il fallait. Mais voilà, donc mère ingénieur, père médecin, pas du tout dans les marques, tu vois, le produit, ils avaient des métiers très scientifiques pour les deux. J'étais un bon élève, tu vois, plutôt bon élève. J'étais pas le mec au premier rang de la classe, un peu intello, que t'aimes pas trop, mais j'étais le gars qui travaillait bien, qui écoutait en classe. Okay. Je travaillais pas trop à la maison. Tu vois, j'avais peut-être certaines facilités scolaires, mais je restais avec ceux qui arrivait pas trop. Okay. Et j'aimais bien, tu vois. J'ai au moins 4 copains qui se sont fait virer de mon collège, par exemple. Mais c'était ça mon histoire. Côté un peu impertinent. Ouais, j'étais... Et tu vois, moi, j'étais pas du tout impertinent. Non, mais voilà, ce groupe. Exactement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai beaucoup de copains qui sont impertinents, tu vois, et qui ont un peu mauvaise réputation. Et moi, j'adore être copain avec eux. Okay. Mais... voilà, et après, par rapport à aujourd'hui et la différence, je pense que j'étais
mon côté féminin qui est peut-être plus fort aujourd'hui. Tu vois, j'ai un pull orange, je mets du rose, j'ai fait merci Andy. Il était beaucoup moins visible avant. J'étais un vrai mec dans le sens cliché du genre. Tu vois, j'ai fait du tennis, j'ai fait du foot, j'avais très peu d'amis filles. Enfin, j'étais vraiment un jouet à la console. Je faisais tout ce que faisait un cliché de garçon. Et aujourd'hui, alors le sport a une place très grande, mais voilà, j'ai un côté féminin qui est beaucoup plus fort en moi. Okay. Et voilà. Et ce que j'ai gardé, c'est, je pense, alors vraiment, je n'ai pas réfléchi, j'en vois au direct, mais j'étais quand même assez maniaque et rangé dans ma tête. Et aujourd'hui, je le suis encore. J'ai besoin, pour être créatif et pour être heureux, que les choses soient plutôt à leur place. Tu vois, moi, le bordel organisé, c'est une expression qui me tend, quoi. Je suis vraiment pas à l'aise avec ça. Parfois, ça peut être difficile pour ma famille ou même pour mes employés, tu vois, parce que je leur demande que le bureau, la cuisine, tu vois, les salles de réunion. Ouais, je pense qu'il y a un peu de toc parfois, mais ouais, ça me rassure en fait. Voilà, que les choses soient à leur place. Et puis ouais, ça. T'es pareil ou pas? Je suis un peu pareil. Moi, ça m'allège un peu ma charge mentale. Tu vois, un bureau qui est vide, je trouve que c'est plus reposant et qu'un bureau où même les gens te disent, je sais exactement dans quelle pile, tu vois, il y a quoi. Mais non, mais tu vois, même mon bureau de Mac, il est rangé, quoi. Ma boîte de téléchargement, toutes les semaines, je la vide ou je la trie. J'ai fait des trucs automatiques, mais en fait, j'ai l'impression que, tu vois, c'est un peu comme un disque dur d'ordinateur. On te dit, s'il est rangé, il va tourner plus vite que s'il est enfoui. À un moment, la mémoire vive, elle va ralentir. Et moi, c'est clairement ça, tu vois. Ouais. Voilà. Il y a des vraies études, je crois, sur les bureaux d'ordinateurs où tu as 1000 icônes versus ceux qui sont en effet tout bien rangés. Exactement. Sur l'état d'esprit des gens. Exactement. Ok. Est-ce que, après, donc, comment tu as choisi en fait tes études, tu vois, collège, lycée, tu commences à avoir des choix un peu structurants à faire. Est-ce que tu te souviens, toi, de cette période? Est-ce que c'est une période que tu as, tu vois, bien vécue? Et comment tu as fait, tu vois, les choix après pour tes études? Je savais que j'étais pas scientifique. Tu vois, faire les métiers de mes parents, ça me plaisait pas. Et je savais que j'étais pas littéraire parce que je lisais, mais absolument pas de la littérature. Tu vois, je lisais déjà assez jeune des biographies. Alors, ça pouvait être de sportifs. J'aimais bien l'actualité aussi. Je suis assez passionné de politique, géopolitique. J'aime bien. Et j'aimais bien, tu vois, alors là, c'était un peu plus tard, mais déjà au collège, j'aimais bien les cours d'éducation civique, ça s'appelait comme ça. Ensuite, de macroéconomie, économie. Donc, j'avais choisi ES à l'époque. Je crois que ça s'appelle plus comme ça maintenant, les bacs ont changé. Je crois que c'est spécialisé. Voilà, mais c'était ça. Donc, c'était économique et social. Donc, je me suis laissé ce côté un peu généraliste. Il y a un moment, j'étais passionné par les études et les statistiques sur la population, tu vois, les classes sociales, tout ça. Je regardais un peu ça. Et finalement, après mes études, je savais pas encore ce que je voulais faire. Et je me suis laissé une porte ouverte, on va dire, à l'entrepreneuriat. Et j'ai vraiment accroché au moment de mes études, donc à Léonard de Vinci, là où j'ai rencontré ton frère. Où c'est plutôt le côté associatif des assos étudiantes qui m'ont donné envie d'entreprendre. J'avais monté une association dans la musique, de DJ. Ensuite, j'ai été président d'un BDE. Donc, c'était quand même des gros budgets à gérer, des soirées, des équipes. Ensuite, j'ai travaillé un peu dans la nuit. J'ai fait pas mal de soirées, pareil. Donc, tu as une équipe, tu dois faire de la com, ramener du monde, qu'est-ce qui a marché, pas marché, redistribuer de l'argent ou en perdre. Ça nous est aussi arrivé. Mais j'ai fait beaucoup ça. Et il y a un moment où je me suis dit, je vais en faire mon métier. Et j'étais passionné par les marques. Et c'est là où j'ai découvert un peu, tu vois, dans le domaine de la nuit, mais pourquoi les gens venaient à cette soirée plutôt qu'une autre, alors qu'on va dire que les deux clubs se ressemblaient. C'était une question de qui venait, c'était quoi la musique, l'expérience que tu avais à venir ici, même le nom de la soirée, comment tu communiquais. À l'époque, c'était beaucoup sur Facebook, les flyers, les events et tout ça, c'était hyper important. Et il y a un moment où, tu vois, j'ai fait une rencontre hasardeuse dans un Eurostar pour aller à Londres, et c'était l'un des fondateurs d'Innocent. Alors c'est une vraie histoire, tu sais, les smoothies Innocent. Et voilà, je lui ai dit que j'étais étudiant, que j'allais voir un ami à Londres, et c'était petit encore, hein, je crois qu'ils n'étaient pas en France à l'époque où c'était le démarrage.
Et après, il m'a mis en contact avec les équipes françaises pour un stage que j'ai jamais fait. Et c'est un peu eux qui m'ont donné le goût à l'aventure entrepreneuriale sur un marché énorme. Pour eux, c'était les jus. Pour nous, c'est, tu vois, la cosmétique, c'est des gros marchés. En disruptant un produit, un marketing, une communication. Mais voilà, et tu vois, Ben Jerry l'a fait, là, il y a, tu vois, Oatly dans le lait d'avoine qu'il a fait. Moi, j'aime ces marques qui sont, on va dire, bold, ambitieuses et qui ont un engagement fort, tu vois. Voilà. Ok. Hyper intéressant. Et du coup, bon, école de commerce, en effet, hyper impliquée sur la partie associative et donc les prémices d'entrepreneuriat. Comment, tu l'as déjà, j'imagine, raconté 1000 fois, mais je trouve que c'est intéressant toujours le T0 de l'idée. Comment, est-ce que tu peux nous raconter comment t'es venu l'idée ou comment vous est venu, parce que je crois que vous étiez plusieurs, l'idée de Merci Andy, le nom, enfin, tu vois, il y a souvent des anecdotes aussi marrantes là-dessus. Écoute, on a assisté à une conférence où un gars faisait, il vendait de la publicité à des restaurants et des tables. Il vendait de la publicité à des restaurateurs sur des tables, des serviettes et des sachets de gel antibactérien. Donc tu vois, souvent quand tu vas dans les bistrots, tu vois, il y a une table avec un rond publicitaire en dessous. Bah, lui, il avait créé ce business-là. Et il nous a donné un produit, donc il avait donné du gel pour les mains où il y avait Henkel, et nous on s'est dit tiens, c'est marrant, le gel là il est sous la marque Henkel. Nous on a décidé de faire une marque de gel parce qu'on s'est dit en fait que sous forme de capsule, donc au début c'était monodose, on s'est dit la publicité sur ces capsules de gel ça marche pour certains endroits, mais il y a plein d'autres endroits où ça marche pas, donc on va le faire vraiment personnalisé. Donc on a eu tu vois, notre premier client c'était Roland Garros, après on a eu Sodebo, après on a eu Sushi Shop. Donc tu vois, des endroits qui voulaient pas gagner 5 centimes de pub par dosette, mais qui voulaient offrir une expérience supplémentaire. Et un jour, on a reçu un mail d'une personne qui nous a dit je voudrais acheter j'adore l'odeur du gel que vous avez mis à l'intérieur, et c'est là on a décidé de faire notre marque, un flacon. Moi, le pur B2B comme on faisait avant, tu vois, au bout de 6 mois, j'en avais marre. On était encore étudiants à l'époque. Et du coup, on a switché, on a fait un flacon, puis 2, puis 3, puis 4, puis des parfums, puis déclinés. Et c'est comme ça que l'histoire est née. Mais c'est plutôt, bizarrement, une histoire B2B qui s'est transformée en quelques mois en une vraie histoire B2C. Et là, le B2B revient très fort chez nous. Pas en marque blanche, mais tu vois, on est vendu chez Air France, on est vendu dans pas mal d'hôtels, d'endroits, donc et c'est assez agréable le B2B aussi parce que c'est des gros volumes d'un coup et t'as d'autres sujets mais différents. Ok, et puis clin d'œil de l'histoire où tu reviens à tes prémices. Et comment la première formule ou le premier parfum, etc., comment vous l'aviez fait? On a tapé sur Google fabricant de gel. Ni moi ni Roland n'avions du réseau dans cette industrie, tu vois, du gel, mais plus généralement de la cosmétique. Et on a trouvé un fabricant qui nous a fait confiance, des toutes petites quantités. C'est l'énorme sujet quand tu te lances. Tu dois convaincre tes clients, mais aussi tes fournisseurs. Donc, tu dois convaincre tes banquiers, tout le monde. Donc, en fait, tu dois convaincre tout le monde. C'est ça. Même parfois ta famille. Et on pourra en parler, mais ton premier réseau, faut aussi le convaincre que ton aventure, elle va être pérenne et ambitieuse. Mais voilà, c'est comme ça qu'on a fait. Et si on parle un petit peu du coup de ton association avec Roland, sur le côté vraiment humain, qu'est-ce qui fait que vous avez accroché ensemble et comment vous êtes réunis? Je peux te raconter l'histoire, mais Roland, on était à l'école, il avait été dans le BD aussi, on a décidé de faire l'aventure ensemble, tu vois, je me gratte l'œil, c'est un signe. Mais on a travaillé ensemble pendant 4 ans, jusqu'en 2019, juste avant le Covid. Tout se passait très bien, on est très différents, humainement, physiquement, tout. On est vraiment très différents. Lui, il s'occupait de tout ce qui se voyait pas de Merci Andy, donc on va dire, mais qui fait tourner la machine et qui est crucial. Et moi, tout ce qui se voyait. Donc lui, c'était la finance, la supply chain, la production, les relations fournisseurs. Et moi, c'était vraiment le commerce, le digital, le packaging, toute les créas et compagnie. Et ça a marché jusqu'à un moment, je pense, on a atteint une taille où ça marchait plus, où il n'y en avait pas un qui tranchait sur l'autre. On
travailler en binôme, ça peut fonctionner. Il y a des boîtes qui font des milliards qui travaillent en binôme ou en trinôme ou voire plus. Mais nous, ça n'a pas fonctionné. Tu vois, il y avait un côté papa-maman dans la relation avec nos enfants qui étaient nos employés, si on garde la figure de style. Mais, et du coup, je l'ai invité à dîner chez moi et je lui ai dit, il faut qu'on trouve une solution pour arrêter notre collaboration. Il m'a dit je suis d'accord et en 1 heure on avait trouvé, donc c'était facile. Après à l'exécuter mais en tout cas dans l'idée on était d'accord que c'était moi qui restais et lui partait. Franchement, il a fait 2 autres boîtes à succès après, donc je le félicite et je suis très heureux pour lui. Mais voilà, ça s'est fait comme ça. Ok. Et si on continue sur le cœur du sujet, donc le mental, le post-départ de Roland, toi, est-ce que ça a changé quelque chose? Déjà, les derniers mois, c'était dur. Tu vois, il y avait de la dispute, il y avait des mots durs. Honnêtement, ça a été très très dur, je pense. Pour moi, je peux parler en moi et je ne parle pas en son nom, mais je pense que pour lui aussi, il n'y avait pas de la haine envers l'autre. Moi, j'ai toujours trouvé Roland très bon dans ses domaines et lui, je pense qu'il m'a trouvé bon aussi dans mes domaines. Mais il y avait une incompatibilité qui prenait le dessus et qui était, en fait, tu fais pas une aventure entrepreneuriale pour ça, tu vois, pour plus fonctionner avec ton associé. Donc ça a été hyper dur, tu vois, d'aller au bureau, de se faire des points ensemble. Et ça, les équipes le ressentaient. On était, je pense, une 15aine à l'époque. Et du coup, ton bateau, quand les capitaines ne fonctionnent plus ensemble, voilà, ça, il avance plus comme il faut. Donc voilà. Et la sortie, est-ce que ça a été un soulagement ? Oui. Est-ce que j'ai eu peur ? Oui. Est-ce que j'étais capable d'avoir les épaules de faire ça seul ? Voilà, j'ai fait monter en compétence des gens, j'ai recruté d'autres personnes pour m'aider. Il y a eu une phase de transition avec quelqu'un qui m'a aidé sur les sujets de Roland. Donc non, ça s'est bien fait, mais je regrette pas notre histoire. Il est toujours actionnaire et voilà. Très bien, super. Et donc depuis, comment maintenant, du coup, tu avances, tu vois, au quotidien? Là, tu disais la boîte a 11 ans. Il y a forcément un énorme gap, j'imagine, entre le début et maintenant. Même toi, tu as grandi, tu es devenu papa, tu le disais. Comment au quotidien, quand on est entrepreneur, père de famille, responsable, tu vas nous dire combien vous êtes maintenant dans l'équipe, et on arrive à, tu vois, se challenger, se remettre en question, trouver des nouveaux défis pour que la boîte continue d'avancer. Comment, tu vois, quel est ton équilibre, toi, aujourd'hui, dans tout ça? Je pense que moi, tu vois, la difficulté de l'entrepreneuriat et des boîtes, on va dire, à taille vraiment humaine. Quand je dis vraiment humaine, c'est moins de 50. Tu vois, t'es vraiment confronté à l'information et t'es vraiment confronté aux bonnes et aux mauvaises nouvelles. T'as pas de filtre entre, tu vois, une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Et ça, mentalement, c'est complexe parce que t'as jamais, tu vois, quand tu as une information qui arrive, pour circuler, il faut 3 minutes pour l'information. Un Slack, dans Général, dans un channel, une discussion que tu entends parce que tout est en open space, les bureaux sont ouverts. Et donc, du coup, c'est très... voilà, il faut ce mental de se dire, OK, je prends l'information parce que de toute façon, elle a été envoyée et je suis obligé de la lire. Mais il ne faut pas être tout le temps en réaction, tu vois, en réaction rapide. Et moi, j'ai mis du temps à comprendre ça. Tu vois, tiens, un nouveau client qui rentre, c'est super, on est super content, et une prod qui s'est très mal passée, où on va avoir des problèmes, du retard, de devoir régler tout de suite le problème et paniquer. Et ça, je pense que j'ai eu certains recrutements clés dans mon équipe, de personnes qui venaient de grands groupes, qui arrivaient peut-être plus à prendre du recul sur les situations, à analyser le problème. Je pense notamment à Martin, chez moi, qui est mon directeur des opérations, qui a ce recul et qui est pour moi un vrai pilier mental, je pense, chez Merci Andy, parce que il a vécu des problèmes comme ça dans des boîtes beaucoup plus grosses, en l'occurrence chez Procter & Gamble, et ça l'a et Coty, et ça m'aide, moi, à pas surréagir tout de suite, tu vois. Et on va très vite, on est une boîte très agile, on fait beaucoup de choses, tu vois, on arrive à prendre des décisions très rapidement, mais
Enfin, vitesse et précipitation, quoi. Voilà, Ouais, tu vois, ça. faut pas confondre les deux. Ça marche dans le sport, mais ça marche aussi beaucoup dans le business. Ouais. Tu abordes justement le sport. T'en as parlé donc étant plus jeune, t'as testé plusieurs sports. Là, depuis ces dernières années, est-ce que tu continues à faire du sport et lesquels? Et puis un peu, quel est ton équilibre du coup que tu as pu trouver? Tu vois, on dit que l'entrepreneuriat, ça occupe quand même beaucoup de temps et beaucoup d'esprit. Donc, toi, comment tu gères justement pour Moi, j'ai fait du sport toute ma vie et Ouais. je ne suis jamais arrêté. Ni en vacances, je peux pas ne pas faire de sport pendant plus de, on va dire, 3 jours. Ok. Sinon, ça me rend vraiment pas bien. Je commence à avoir mal au corps et je commence à Ouais. être désagréable. C'est assez particulier. J'ai fait, quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de tennis en compétition. J'avais été, je crois, 15 à 12 ans, donc c'était plutôt ok. Donc voilà, j'ai souffert au tennis, Ah ouais. vraiment. Souffert D'être des seul, entraînements? Ok. enfin, tu vois, j'ai souffert des entraînements. Je trouve que t'es trop seul au tennis. Je trouve ça hyper dur. Ouais. Tu vois, tes parents qui t'emmènent, tu te fais des matchs le mardi à 18h, le premier tour, après le mercredi à 16h, le deuxième tour. Moi, le coup de téléphone du juge arbitre qui me convoquait au tournoi, c'était devenu un stress chez Ok. moi, tu vois. Ok. Et alors que je m'inscrivais au tournoi et Ouais. j'avais envie de faire de la compétition, Performer. Ouais. mais j'en garde pas des souvenirs incroyables de mes années de compétition de tennis et pourtant j'ai dû faire 200 tournois en étant enfant, tu vois. Ok. C'est beaucoup de temps pour les parents qui doivent t'emmener, c'est quand même des sports chers, tu vois. Un tournoi, ça coûte, à l'époque, ça devait coûter 40 euros, Ok. donc t'en fais beaucoup, plus les cours et compagnie. Donc non, j'en ai souffert, je m'énervais beaucoup sur le terrain. Ma mère elle est déjà partie, elle avait honte. J'ai jamais cassé de raquette, mais j'ai déjà grimpé. Alors ça c'est exclu, mais je grimpais au grillage et tout. Enfin, je pouvais jamais contre l'adversaire, Ok. toujours contre moi. Contre toi-même. Mais T'extérioriser, la frustration. j'extériorisais la frustration et du coup je perdais toutes mes capacités, tu vois. Ouais. Je pouvais battre en match d'entraînement des personnes beaucoup plus fortes que moi et vraiment en compétition je sous-performais dans 80% des cas. Ok. Et c'est pour ça que j'ai continué jusqu'à 16-17 ans et en étant grand ado. Après, je donnais des cours. J'avais passé mon diplôme d'état de tennis. Je donnais des cours et j'ai fait ça jusqu'au début de Merci Andy. Ensuite, j'ai arrêté. Ok. Est-ce que tu te souviens, c'est intéressant, toi qui as eu les deux, qui a eu les deux rôles, joueur et entraîneur. Est-ce que tu te souviens en tant que joueur que tes profs à l'époque vous parlaient du mental et comment, tu vois Pas suffisamment. Ouais. Ouais. Alors moi, j'entraînais, tu vois, c'était mes premières années d'entraînement. J'entraînais des joueurs qui étaient classés, qui commençaient les tournois. C'était le début. Mais non, moi, j'ai jamais été accompagné mentalement. Après, j'étais pas professionnel de tennis, mais j'ai quand même joué contre des gars. Tu vois, j'ai battu Adrian Manarino, qui est dans le top 200 monde aujourd'hui, qui est même dans le top 10 français, je pense. Ouais. On était dans la même ligue de tennis dans le Val d'Oise. Mais non, c'était pas un sujet, tu vois. Et j'aurais adoré. Ma mère, elle a fait tout ce qu'elle a pu, mais ma mère, elle m'élevait seule. Mon père il était un peu moins présent. Tu vois, elle avait pas le temps, peut-être pas l'argent aussi, de m'emmener voir un psychologue du sport et compagnie. Mais j'aurais adoré. Je sais pas si je serais devenu Federer. Mais en tout cas, je pense pas. mais j'en ai souffert. Ouais. Pour moi, j'en ai souffert. Et tu vois, j'ai toujours pas l'apprentissage de cette période de ma vie pour moi. Ok. Non, je sais pas ce que ça veut dire. Je pense pas être quelqu'un de nerveux, mais à l'époque, je l'étais. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'un jour, j'ai décidé, je pense c'était vers 19 ans, de 20 ans, de plus toucher une raquette. Ok. Et j'ai retouché. Je m'étais jamais blessé au tennis. D'accord. Jamais. Tu vois, j'ai un physique, je tiens bien et tout. Je m'étais jamais blessé au tennis. Je me suis globalement assez peu blessé. Dans le sport, ouais. Et je rejoue, je pense, 4 ou 5 ans après, à 24 ou 25 ans. Et au bout de 3 minutes, je me blesse. Ah ouais. Genre, je me fais une cheville vénère. Ok. Genre vénère. Je suis vraiment... je pouvais pas poser ma cheville pendant 3 mois, je me souviens plus, mais c'était une des rares fois où j'ai été plâtré hôpital, béquille, fauteuil roulant et tout. Ok. Et tu vois, c'était... Je sais... Tu vois, ça, je l'ai pas analysé encore, mais... Tu te donnes dans un sport, tu pètes un plomb, t'es prêt un peu à reprendre en mode loisir, tu vois. Ouais, c'est ça. Je fais 4 échanges
Et là, pim. Vraiment, je crois que ça a duré moins de 5 minutes et je me blesse. Tu vois, donc mon mental, il y a encore une blessure que je dois guérir. Et ce qui est marrant, c'est que je rejoue à des sports de raquettes maintenant. J'ai découvert le paddle pendant le Covid. Et pour le coup, t'es en équipe, t'es à deux. Et je me trouve beaucoup plus fort mentalement. C'est souvent moi qui après, merci Andy, je pense que le côté entrepreneuriat m'a beaucoup aidé, mais tu vois, tous mes partenaires avec qui je joue, c'est plutôt moi qui coach mentalement et qui est là dans les moments importants, parce que je fais pas mal de compètes, j'ai un sponsor, tu vois, Babola, qui m'accompagne et tout, donc non, c'est marrant, tu vois, j'ai trouvé, en plus le paddle explose, donc c'est chouette. Trop bien. Et est-ce que tu vois un parallèle, là, si tu joues en effet assez intensément au paddle, un parallèle dans la gestion des matchs, tu dis, de coacher un petit peu ton partenaire, et peut-être la gestion mentale que tu peux avoir au quotidien en tant que chef d'entreprise là chez Merci Andy? Est-ce qu'il y a... en fait, pour moi, c'est qu'une question d'énergie. Tu vois, ça veut dire que quand je dis les énergies, c'est pas je suis en forme, je suis pas en forme. C'est vraiment quelle énergie il va y avoir et un peu les vibrations qui vont circuler entre les personnes. Si tu rentres dans une salle de meeting, que tu fais la tête, que tu es tout low, que tu es tout... Tu vois que tu vas pas transmettre quelque chose, tu vas tirer vraiment le groupe, tes équipes vers le bas. À l'inverse, si tu arrives, tu vois, préparé, en forme, avec le sourire, en montrant que tu as envie de réussir ou en comprenant tes échecs, tu vois, en expliquant, tu vas emmener tout le monde vers le haut et c'est là où tu vas créer une énergie positive et où ça peut faire des étincelles. Et c'est un peu pareil au paddle et dans les sports de groupe. En fait, de voir ton partenaire confiant quand toi, tu es dans un moment de faiblesse ou d'inconfort, en fait, ça t'aide vraiment à dépasser cette étape-là, tu vois. Ouais. Donc voilà. Ok. Donc un des conseils, serait vraiment de presque avant de se dire est-ce que mon partenaire est bien et comment je le coach, c'est peut-être moi quelle image je lui renvoie. Exactement, parce que ça va beaucoup l'aider. Tu vois, si ton partenaire te sent fébrile, stressé, ça va le faire stresser. Et donc c'est l'image que tu vas donner à ton partenaire et quelle posture tu vas avoir, ça va déjà l'aider. Et ensuite, c'est tu vois, moi j'adore appuyer sur les points forts. Globalement, tu vois, moi, ma thèse un peu au travail avec les gens que je recrute, c'est tout le monde a une zone d'ombre et tout le monde a une zone de génie. Et je pense que le monde a essayé de zone de génie, zone de lumière. Et je pense qu'on a essayé de cacher nos zones d'ombre, mais du coup, on mettait pas en avant nos zones de lumière. Et moi, j'adore quelqu'un, tu vois, qui en entretien, qui va me dire, en fait, je suis designer. Moi, ce que j'aime, c'est l'art, et les chiffres, je déteste. C'est ok, en fait, tu vois. Et faut pas essayer de faire semblant, de pas avoir de défauts ou de pas avoir de choses qu'on n'aime pas dans la vie. Si t'as des choses que t'aimes pas dans la vie, ça veut dire que de l'autre côté que tu vas être passionné par quelque chose et moi j'ai envie de travailler avec des gens qui sont passionnés, qui vont au bout des choses et voilà. Donc tu vois, moi j'ai des partenaires de paddle, je sais que ils sont très bons dans ces moments-là du match, donc ou sur ce coup-là, donc je vais leur laisser la balle à ce moment-là et je vais pas montrer que ce qui fait mal, mais vraiment lui dire continue d'appuyer sur ta zone de lumière et là où t'es fort, quoi. Excellent. Voilà. Et est-ce que t'as déjà en souvenir des moments où justement vraiment le mental, alors je ne sais pas si le paddle, tu vas me dire, je connais pas bien le sport, mais si le physique, tu vois, est vraiment très important, mais est-ce que tu as des souvenirs où le mental a été clé, tu vois, pour faire basculer un match, j'en sais rien, un moment, tu vois, à quel point le mental versus le physique peut jouer, quoi. Ouais, il y en a. Le paddle, concrètement, c'est pas un sport à haute intensité. Tu vois, on va en parler, mais je fais un peu d'aérox après, c'est vraiment différent. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je fais de l'aérox, faire que du paddle pour moi. Mais c'est un sport qui est très tactique, qui est très technique et qui est très stratégique. Okay. Tu vois, parce que à l'inverse du tennis où physiquement, si tu es beaucoup plus fort que l'adversaire, tu tapes plus fort, tu cours plus vite, la différence, elle va se faire. Au paddle, non, parce que si tu tapes plus fort, la balle, elle revient, il y a des vitres, donc la balle, elle revient et taper fort au paddle, c'est rarement la bonne solution. Okay. Vraiment rarement. Donc, c'est très stratège comme jeu. Et j'ai un exemple, je joue avec Pierre, j'ai fait une compétition qu'on a perdu finaliste, mais quand même, il y avait
je crois, 42 équipes. Donc, c'était une belle compétition avec Pierre, le CEO de One Pilot, qui est, on joue ensemble. Et tu vois, je crois que c'était en quart de finale. Moi, j'étais allé en Bretagne, j'avais fait un aller-retour TGV. J'avais fait 7 heures de TGV dans la journée et je suis arrivé en mode, je suis fatigué, je sais que je vais perdre. Ah ouais. Tu vois, j'étais conditionné presque. Ouais. Et en fait, tu vois, on te dit souvent, moi j'avais lu une interview de Roger Federer qui disait qu'il visualisait les moments où il soulevait la coupe, pas les moments où il gagnait. Tu vois, avant de rentrer sur le match, le mec visualise déjà l'après-victoire. Okay. Et moi, là, j'étais dans une posture où je visualisais déjà ma défaite. En mode, tu vois, je suis fatigué. J'étais allé voir un fournisseur en Bretagne, l'aller-retour dans la journée. Et tu vois, tu te fais 3h30 de train le matin, le soir. Et tu joues à 21h. Ouais. Et j'étais en mode, je vais perdre. Et en fait, il y a un moment, là, pour le coup, c'est Pierre qui m'a coaché. Il m'a dit, mais mec, t'as juste été assis pendant 7 heures dans un train. C'est fatigant. Mais t'as largement... Et en fait, il a eu les mots qui m'ont fait changer à la fin du premier set où je pense qu'on s'était pris 6-1 et je crois derrière on gagne 6-2, 6-2, tu vois. Et le match a duré longtemps, je crois 1h30, c'est pas non plus extraordinaire, mais c'était un long match de padel en 3 sets. Mais tu vois, il a réussi là à me changer de mindset et de visualiser qu'en fait j'étais pas fatigué. C'était une fatigue... Tu vois, imagine, j'étais en première classe dans un TGV, j'ai travaillé, c'était ok, tu vois. Donc voilà, c'est un exemple intéressant. T'en parlais, on peut basculer en effet sur ce nouveau sport. En tout cas, tu vas nous raconter comment t'es venu à te lancer sur l'Aerox, qui en effet, on en parle beaucoup. Qui fait appel beaucoup plus au physique, mais je pense que le mental, on va parler, est quand même hyper important. Comment c'est venu toi cette pratique? Écoute, assez simple. En fait, je me suis dit, tu vois, je fais mes petits cours de sport à Paris, chez Épisode. Je fais mes cours, je m'entraîne, ce qui est très bien. Je fais du paddle en compétition, ce qui est très bien. Mais j'ai 34 ans, je rentre dans une deuxième partie de ma vie, tu vois. Je suis plus jeune, mais enfin, je suis plus jeune, il faut le dire, il faut l'assumer maintenant. Et je me suis dit, en fait, j'ai jamais poussé ma machine, tu vois. Je me suis jamais mis dans une zone d'inconfort. Tu vois, tu me raconterais tout à l'heure tes trails, mais je me suis jamais mis dans cette zone où, je suis à plat. Et j'ai envie de voir jusqu'où je peux pousser ma machine. Et si je le fais pas maintenant, je le regrette. Je le regretterai. Et ce qui m'a donné envie, c'est des rencontres. Voilà, tout simplement. Certains podcasts aussi. Tu vois, sur Insta, tu vois passer des gens qui poussent. Et malheureusement, tu vois, moi, tout ce qui est triathlon et tout, j'adorerais en faire. Mais j'ai pas le temps aujourd'hui de m'entraîner sur autant de disciplines et compagnie. Tu vois, d'aller nager, d'aller faire du vélo, d'aller courir, ça demande quand même un volume d'entraînement important. J'adorerais, hein. Mon rêve, ça serait de faire 4 heures de sport par jour. J'adorerais, mais malheureusement, je peux pas le faire. Et tu vois, en plus, à Paris, de faire du vélo, c'est compliqué. Nager, enfin, tu vas à la piscine de Châtelet à 6 heures du mat. Franchement, non. Je suis pas assez... passionné pour le faire aujourd'hui. Et j'ai rencontré au début, je regardais l'Aerox en mode, je sais plus, j'avais entendu quelqu'un en parler à ma salle de sport il y a peut-être 1 an. Et puis après, figure-toi qu'ils ont fait des cours pendant Paris-Plage le long du canal Saint-Martin. Et un jour, j'y suis allé, j'ai rencontré Max, qui est le boss de l'Aeros en France, qui m'a fait 1 ou 2 cours. J'y suis allé et en fait, c'est une discipline qui me convient vraiment bien parce que j'aime bien l'explosivité, j'aime bien l'intensité. J'aime bien quand c'est court et intense, tu vois. Je pense que j'aurai une autre étape où je ferai des choses plus longues, mais j'ai aimé ce format. J'adore le branding de l'Aerox, tu vois, de dire c'est hybrid, fitness, running. J'ai toujours aimé courir, mais en même temps, alors heureusement qu'il y a les podcasts, mais sinon je m'ennuie un peu à courir dans Paris. Dans la nature, non, mais dans Paris, tu vois, je pense que j'ai fait 200 runs le long du canal Saint-Martin et canal du Lourdes, et ça me fatigue. Donc voilà, maintenant c'est canon. J'ai fait mon premier à Paris avec
avec un ami à moi. On a fait 1h01, on était super contents. J'ai fait un deuxième à Marseille avec un de mes salariés, Martin, ce fameux Martin. Tu vois, on l'a fait ensemble en 1h08 et on était contents. Et là, je vais faire tout seul Paris au Grand Palais, donc c'est ma prochaine étape. Et du coup, le premier que tu as fait, donc c'était Paris. Ouais. Comment tu vois, je peux comparer ça peut-être à un premier marathon ou autre. Comment toi, tu t'es préparé? Alors physiquement, j'imagine que c'est quand même intense et que tu te dis, voilà, je veux être un peu solide, donc je me prépare. Est-ce qu'il y a eu une prépa un peu mentale? Tu vois, comment tu as imaginé? Est-ce que tu as fait des exos, tu vois, avant? Comment tu t'es préparé sur les deux, physique et mental? Alors, tu vois, je me suis inscrit 3 semaines avant, donc ça, c'était assez agréable. Enfin, ça m'a enlevé un peu de stress, même si il n'y a aucun stress, tu vois, je fais ça pour le plaisir. Mais je me suis inscrit que 3 semaines avant, tu vois, en disant, et je savais que j'étais avec quelqu'un de fort. Physiquement. Donc c'est très rassurant parce que tu cours ensemble. Donc l'Aerox, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 8 km de course entremêlés chaque kilomètre d'une station type de fitness. Donc tu as du sled pull, sled push, tu as du skieur, tu as du rameur, tu as des burpees, tu as du wall ball, tu as du farmer carry et des lunges. Donc tu vois, avec à chaque fois des kilos et des charges en fonction des catégories. Donc tu vois, c'est un effort de relance. C'est un effort où tu cours, donc il faut courir vite. Après, tu rentres dans les stations. Est-ce que tu prends des pauses, pas de pauses? C'est aussi très stratégique. Et à deux, tu te splits les stations. D'accord. Et là aussi, tu peux mettre des stratégies différentes. Qui commence? Celui qui commence, c'est peut-être celui qui ne va pas s'arrêter. Est-ce que tu fais... si tu dois faire 1 kilomètre de skieur, est-ce que tu fais 2 fois 500, 4 fois 250 ou tu te débrouilles. 10 fois 100? Tu choisis, c'est libre. Après, et tu fais ton kilomètre après tous les deux. Tu es obligé de courir ensemble. Et voilà, donc c'est un effort de relance. Moi, j'adore ça, tu vois, de sentir que tu as mal. Ça y est, tu viens de te faire 100 mètres de burpees, il faut recourir 1 kilomètre, ça tape dans le cardio et j'aime bien connaître mon cœur et ses capacités. Mais comment je me suis préparé? Déjà, techniquement, les exercices, moi, je ne les connaissais pas. J'ai pas de sled push, sled pull dans mes salles de sport où j'y vais. Donc, je suis allé 1 ou 2 fois, mais pas beaucoup plus dans des salles où, tu vois, tu peux répéter ces actions. Parce que c'est assez technique. Tu vois, le sled pull, tu tires sur une corde où il y a une charge à 30 mètres de toi et tu dois ramener la charge dans un sens, mais tu n'as qu'une zone de, je crois, 1m70 dans laquelle tu dois reculer. Donc finalement, c'est technique comme geste. Les wall balls, pareil, je crois que j'en ai jamais fait de ma vie. C'est pas compliqué, il faut envoyer un ballon sur une cible. Mais ça m'a plu. Et ce qui m'a beaucoup rassuré, c'est que c'était à Porte de Versailles le premier. Mais tu vois, j'ai fait gaffe à mon alimentation la semaine d'avant. J'ai mis dedans, quoi. D'eau, parce que moi, un de mes problèmes de ma vie, c'est que je bois pas assez d'eau, je pense. Et je me suis forcé à boire de l'eau. Et là, j'ai acheté une super gourde depuis janvier, donc je bois plus. Mais est-ce que tu as vu une différence? Que j'ai exactement le même problème. Je bois pas d'eau du tout. Est-ce que tu vois une différence là? Je vois une différence même sur ma peau et sur mon énergie. Après, c'est vraiment, je l'ai eu à Noël, tu vois. Mais c'est une grosse. Genre c'est une gourde de 2 litres avec une, tu vois, une paille. Faut pas ouvrir un truc mais en fait la paille s'ouvre et se ferme et je la mets sur mon bureau, paille ouverte et tu dois la terminer pas tous les jours. Non, mais je me force pas. Je bois, alors qu'avant, quand fallait remplir le verre et tout, c'est ridicule. Mais oui, j'ai quand même fini crampé à Marseille dans mon 2e Aerox et j'avais eu une petite grippe avant et gastro, donc j'étais un peu desséché. Mais ouais, l'eau c'est la clé quand même. Tu peux pas faire de bons résultats sportifs si tu bois pas assez. Tu bois pas assez d'eau non plus? Non. Je bois beaucoup en course ou en trail, j'y arrive bien, mais pendant la journée au quotidien, j'ai pas le réflexe, j'ai pas. Et moi, je bois que de l'eau en mangeant, ce qu'il faut pas faire forcément. Donc, mais c'est clair. Et d'ailleurs, je t'ai servi un verre, tu l'as pas touché. C'est vrai, il faut que je vais le boire. Et voilà, donc préparation. Et ce qui m'a fait beaucoup de bien, c'était que, tu vois, moi, je passais le dimanche. Ma femme était pas là. J'ai gardé ma fille qui a 3 ans et demi. C'est à l'autre bout de chez moi, à Porte de Versailles. Et je me suis dit, tu sais quoi, je vais y aller le samedi. Avec Ella, ma fille, on est allé et on a passé presque la journée là-bas à observer, rencontrer des gens, discuter. Et en fait, ça m'a libéré un truc. Tu vois, ma fille a trop kiffé, on encourageait les gens. J'avais 2-3 copains que je venais de rencontrer que j'ai suivis. Et le soir,
j'ai eu du mal à m'endormir, je pensais pas, tu vois. Je fais quand même des gros trucs dans ma vie, des conférences, et j'ai pas de problème. Et là, je fais une course d'1 heure, c'est énorme. Et j'avais un peu de mal à m'endormir, quoi. J'ai dû prendre de la mélatonine que je fais jamais pour m'endormir, tu vois. Et voilà. Ok. Et donc, à la fois, tu t'es projeté en étant là-bas, je pense, et tu vois, et puis visualiser, ça aide. Et puis, en effet, le soir, c'est marrant que petite montée de pression, peut-être, tu voulais bien faire. Je voulais bien faire. Et honnêtement, pour faire un premier 1h01, là, on l'a vraiment bien fait. C'est un bon temps, tu vois. On a fini 7e sur 800 équipes. C'est canon. J'étais vraiment avec une machine, tu vois. Donc, il m'a vraiment poussé et tout. Mais non, franchement, j'étais hyper fier. Et t'as un sentiment, peu importe ton temps, mais en fait, c'est aussi ça qui me manquait dans le paddle ou dans le sport globalement, c'est que ce sentiment d'accomplissement. Je trouve que dans un sport de raquette ou même un match de foot, tu l'as pas, tu vois, parce qu'il n'y a pas une ligne d'arrivée, il y a un petit sifflet final, tu gagnes, tu perds, mais ce sentiment de ligne, de finisher, peu importe ton temps, en fait, moi je l'avais. Enfin, tu vois, moi, j'avais fait un semi à 8 ans ou 10 ans et c'est tout, quoi. Je courais plus et là, ça m'a donné envie de revivre ce sentiment de finisher. Et je sais pas ce qui se passe dans le cerveau, si ça libère, ça libère quelque chose de tellement satisfaisant que tu en oublies toutes les douleurs et t'as qu'une envie, c'est de recommencer, quoi. C'est ça. C'est exactement ça. Et puis après avoir un effort aussi intense, surtout l'aérox, et ça s'arrête d'un coup. Je compare peut-être ça au marathon où tu as un effort cardio, tu vois, assez long, peut-être moins cardio que l'aérox sûrement, mais l'effort cardio continue. En effet, quand tu passes la ligne, tout s'arrête d'un coup et en fait, l'effort a été tellement grand que ton cerveau. Ah non, mais c'est exactement ça. Et là, ma mission, c'est pour ça que dès que tu m'as proposé, c'est d'essayer d'emmener le maximum de personnes. Alors, je travaille pas pour l'Aerox et je suis pas influenceur Aerox, mais même si je suis ambassadeur et j'adore en parler, mais c'est d'emmener les gens vers, tu vois, des compétitions de sportifs et des gens qui en faisaient pas beaucoup, tu vois. Et j'adore faire ça, mais des gens autour de moi ou dans des médias et compagnie. Mais je trouve ça extraordinaire, tu vois. De peu importe ton temps, c'est pas le sujet et même ta condition physique, parce que tu peux faire ton aérox en 2 heures et c'est ok. Mais voilà, c'est en fait. Je sais pas, il y a une endorphine qui doit arriver à ce moment-là et vraiment ces quelques minutes d'après, elles sont folles, quoi. Nous, on a des photos avec Adrien, avec qui j'ai fait mon premier aérox, on est torse nu et ça, on peut dire un mot dessus. Moi, j'ai jamais fait du sport de ma vie torse nu. Moi non plus, j'avoue. Jamais. Je trouve que c'était un truc de kéké, je trouve que c'était un truc de muscu, enfin tu vois, de muscu. Le tennis, c'est interdit dans les clubs de tennis, même si j'étais dans le Val d'Oise, tu vois, j'étais pas à Neuilly, c'était interdit de jouer torse nu. Le foot, t'as ton maillot. Non, j'ai jamais fait du sport torse nu, mais je sais pas, il y a un côté dans ces sports de crossfit et tout. Et moi, gladiateur un peu. Il y a un côté gladiateur. Et tu vois, et même les femmes, elles ont des tenues elles t'ont envie d'être libre et je trouve que, je sais pas, moi tu vois, pas tout le monde se met torse nu. Je me suis dit, moi je vais jamais mettre torse nu, tu vois, je suis content de mon t-shirt. Et en fait, quand t'es dans la zone au début, et l'aérox c'est très bien marqué, tu vois, t'as une musique, t'as un timer, il y a des sas qui partent, donc toutes les 30 minutes t'as des départs. En fonction de ton temps et de ta catégorie, et tu vois, ils te mettent Yo guys, you're strong et tout, hybrid athlète et tout, donc ils te chauffent. Et là j'ai enlevé mon t-shirt, je l'ai jeté, je l'ai pas retrouvé après d'ailleurs. Mais ouais, c'était, tu vois, et on est arrivé, on était trempés, on s'est fait un câlin et tout, on était hyper contents. Ok. Génial. Et donc comment tu te dis que tu veux continuer. L'idée c'est d'améliorer, c'est un peu comme tous les sports, mais d'améliorer son temps, ses perfs. Pillard, tu vois, mon personnel record comme dans la course. Mais non, mais là en fait t'as un game de passer sous 1 heure. Qui est quand même pas accessible à tout le monde. Donc je le fais. Tu vois, avec Max, donc qui est celui qui gère l'Aerox en France, je le fais avec lui à Malaga. Il m'a invité à Malaga à le faire et il veut qu'on le fasse en dessous d'1 heure. Donc on va essayer, et ensuite c'est de le faire seul. Donc c'est encore une autre step où là j'ai aucune idée si ça sera 1h10, 1h15, 1h20. Je fais Malaga et après on verra. Mais c'est ça. Et tu vois. J'ai des gens qui me disent c'est pas redondant de faire ça, et en fait je lui dis c'est comme un 10 km. Une fois que tu vois, t'as
tu as envie de t'améliorer, ou est-ce que tu peux progresser? Est-ce que c'est sur les ergos? Est-ce que c'est sur la force, la muscu, le skieur ou le run? Moi, je peux encore progresser en run, je pense. Mais ouais, après, tu as envie de faire tout. Tu le prends au jeu, c'est sûr. Ok. Donc voilà. Génial. Et est-ce que tu te souviens pendant l'épreuve ou les épreuves, parce que tu en as fait plusieurs, au-delà de l'aspect force physique, j'imagine que tu sens tes muscles, tu vois, petit à petit. Est-ce que tu te souviens mentalement comment tu gères ton effort? Est-ce que y en a qui s'encouragent presque à haute voix? Il y en a, là, être en binôme, forcément, j'imagine qu'il y a une interaction. Comment toi, mentalement, tu vois, tu t'es... Ouais. Écoute, ça dépend des moments de la course, mais je vais te dire deux choses. La première, c'est que sur le premier Aerox que j'ai fait, donc avec Adrien, tout le monde part trop vite. Ok. Tout le monde. Tu vois, tu le sais, tout le monde me l'a dit, pars pas trop vite et tout. Mais tout le monde le fait parce que t'es excité. Il y a bien sûr. Il y a de la musique, il y a ta famille qui est là. Enfin, à Marseille, moi, il y avait ma famille qui est là avec des amis. C'était voir ma fille m'encourager sur chaque station. J'en ai pleuré à la fin. Et là, ça me donne même envie de pleurer. Et en fait, on a essayé de pas partir trop vite. Mais on arrive premier sur la station, tu vois. Il y avait des boss de l'Aerox à côté. Et donc, en fait, t'arrives, il y a 200 skieurs bien rangés dans l'ordre avec tous les jurys et tout. Et là, on arrive premier, tu vois. Et cette sensation, elle m'a libéré un truc. Et les gars à côté qui nous ont rejoints, je sais pas, peut-être 10-15 secondes après, ils ont été choqués. Ils se sont dit, putain, mais c'est qui ces gars? Et en fait, ça m'a mis dans un mental de... You can do it. Tu peux le faire et tu peux aller faire. Tu vois, on voulait faire moins d'1h10, on a fait 1h01, après voilà. Mais ça m'a mis dans ce mental. Et ce qui est drôle, c'est que je l'avais dit à Martin, mais Martin court moins bien que moi. Il est très fort, il est physiquement. Donc Martin, qui était mon deuxième Aerox, il est très fort, il a beaucoup de force, mais il est moins bon coureur. Et je voulais qu'il ait cette sensation. Donc je l'ai clairement mis dans le rouge. Parce que je le connais et que je sais que c'est un gagnant. Tu vois, on est parti vite, mais je voulais qu'il arrive premier sur les skieurs. On est arrivé premier sur les skieurs. J'ai pris les skieurs en premier, j'ai fait une longue série pour qu'ils puissent faire redescendre le cardio. Mais tu vois, je voulais qu'il ait cette sensation de ok, en fait, tac, je suis capable de cranter hyper haut. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est quand t'es crampé. Tu vois, à Marseille, mentalement, c'était hyper dur. J'étais à 2 doigts de m'arrêter. C'était pas une crampe au mollet, c'était les 2 mollets et après j'ai eu les quadris. Donc je bois de l'eau, je tombe sur un verre de Red Bull, donc ça c'était la bonne expérience. Mais ensuite je bois vraiment de l'eau et en fait j'ai continué, tu vois. Et j'ai couru un petit peu moins vite et je pense qu'on aurait pu gagner. On a perdu un peu 1 à 2 minutes, mais j'étais à 2 doigts d'arrêter et en fait j'ai pas arrêté parce que Martin tu vois, il était un peu jaloux, il était blessé lui à Paris, donc il était un peu jaloux que je fasse Paris et je me suis dit putain, si Marseille, lui il s'est fait une grosse prep et tout machin, si je le cut tu vois, je m'en serais voulu genre terrible. Donc j'ai bu de l'eau, je me suis pas étiré, mais on a couru un petit peu moins vite. Lui était content aussi qu'on court moins vite et on a fini et après t'oublies en fait. C'est ça. On avait fait 3 minutes de moins, ok cool, mais en fait fini déjà et voilà. Mais donc non, moi je pense être quelqu'un de résilient, tu vois. Ça m'a appris que j'étais résilient. Je le suis dans le business. On a eu des moments hyper compliqués avec Merci Andy et aujourd'hui. Moi, je trouve que la résilience, c'est comme une grande vertu. Faut pas être têtu. C'est hyper important de pas, tu vois, te dire je vais absolument faire ça et si ça marche pas, je continuerai toute ma vie. À un moment, il faut savoir prendre des décisions, changer, adapter. Mais moi, je trouve que la résilience, c'est quand même, on n'en parle pas assez, mais c'est une grosse qualité, je trouve. Je suis d'accord. Et du coup, si tu fais un peu le point là, tu commences à bien connaître quand même maintenant ce sport, où est-ce que tu mettrais le curseur entre le physique et le mental en termes d'importance et tu vois, de préparation? Est-ce que tu penses que c'est 50-50? Est-ce que tu penses qu'il y a un des deux quand même qui est plus fort, plus important que l'autre? En fait, quand tu prends 1 kilomètre de course x 8, quand tu prends 1 kilomètre de skieur, quand tu prends, tu vois, vraiment l'exercice en lui-même,
c'est pas très compliqué. Tu vois. Ouais. 100 wall ball à 6 kilos pour les femmes, 9 pour les hommes, tout le monde peut le faire. Ok. Vraiment, tu vois, tu vas prendre du temps, tu peux le faire. Ouais. Donc, c'est vraiment. Ce qui est difficile, c'est l'addition de tout ça. C'est quand tu arrives où tu te dis, en fait, il faut que je fasse 8 kilomètres. Donc, c'est ça qui va faire peur, c'est de se dire, en fait, je vais mettre des briques à chaque fois, voilà, sans s'arrêter. Donc ça, c'est assez difficile. Et après, ce qui est difficile à l'Aerox, c'est la stratégie. C'est quelle stratégie ? Est-ce que tu mets des pauses ? Est-ce que tu mets pas de pauses ? Tu vois, par exemple, je vais te donner un exemple. Il y a des gens qui courent très vite pour faire leur borne, pour faire leur kilomètre. Donc en fait, tu as une fast line au milieu. Donc c'est ceux qui vont te siffler et tout. Et puis 2 secondes après, tu vas les voir dans ce qu'on appelle la rock zone. C'est l'endroit au milieu, en train de marcher et souffler pour aller à la station. Et du coup, ils vont perdre 2 minutes. Tu vois. Et stratégiquement, pour moi, c'est une erreur. Tu vois, ce qu'il faut faire, c'est adapter ton rythme et courir dans cette zone. Donc, et ça, c'est assez compliqué. Et mentalement aussi, c'est assez compliqué. Parce qu'il y a des gens, ils veulent dire, ah oui, mais moi, je veux courir en 3,50 mon kilomètre. Mais ils veulent absolument courir en 3,50, mais ils vont marcher ils vont perdre beaucoup de temps. Donc, c'est mentalement de te dire, où est-ce que je mets mes pauses ? Où est-ce que je mets mes efforts ? Moi, je fais un truc qu'on m'a donné, un tips que je donne ici, c'est de compter ma récup. Tu vois, par exemple, tu es en sled push, tu pousses, je sais plus, 150 kilos, et en fait, tu as besoin de t'arrêter en poussant, je compte. Je fais que 5 secondes, et si je suis vraiment dans le mal, je fais 10 secondes. Mais je fais plus de récup sans compter, en tout cas en compétition à l'Aerox. Sinon, t'es cuit. Donc tu comptes dans ta tête, et après tu repars. Je donne un tips, mais qui marche super bien. Je fais 1, 2, 3. Pour respirer un bon coup. Je respire 5 secondes, je repars. Et je m'autorise à faire 10 secondes à des moments où vraiment je sens que j'ai besoin d'y aller. Mais en fait, de me compter, c'est mon petit sas. Et je sais qu'il a un début, il a une fin. Et à l'Aerox, tu peux t'arrêter. Enfin, personne t'interdit, tu vois, comme un. Mais je sais plus qui m'a donné ce tips. Je crois que je l'ai vu sur quelqu'un à Paris le faire. Et en tout cas, ça marche hyper bien. Même maintenant, quand je m'entraîne, tu vois, un peu intensément à Paris, j'utilise cette technique et ça marche vraiment bien. Donc, ça dépend les types de profils, mais pour moi, on est sur un 60. On est sur un, je pense, 60 physique, 40 mental. Et je vais te dire pourquoi, parce que je pense que le tennis, c'est l'inverse. Voilà, même le paddle. Parce que, en fait, ton mental à l'Aerox va te faire des erreurs, mais il va pas te faire perdre. Tu vois, il peut te faire des erreurs, te ralentir, mais il va pas te faire perdre. Typiquement, tu fais une erreur, voilà, ce que fait le gars pour moi qui est une mauvaise gestion de l'effort, donc une erreur mentale. Il court vite, après il marche, c'est une erreur. Au paddle, mentalement, quand tu n'es plus dans le match, tu mets la balle dans le filet, tu la mets direct dans la vitre, tu perds le match, quoi. C'est ça. Et tu es bloqué. Moi, ça m'est arrivé de jouer au paddle et d'être bloqué, de plus être capable de faire des volets, alors que quand je suis à l'entraînement, je peux en faire 1000 face à un saut et pas faire une faute, tu vois. Donc, c'est un peu... Et c'est aussi ça qui me rassure dans l'Aerox, c'est que même si... Et t'oublies, tu vois. Et moi, cette sensation de sport où quand tu t'entraînes, t'as pas de téléphone. C'est pour ça que je vais plus dans des salles de sport traditionnelles, tu vois, aller faire de la muscu. Parce que je suis toujours sur mon tel entre 2 séries et tout. Tu vois, j'ai besoin de mettre tout ça de côté et couper. Mais c'est ça que j'aime, c'est que t'oublies. Ton cerveau, il est dans ton moment présent. Il y a un début, il y a une fin. Il faut que tu ailles le plus rapidement possible. Tu comptes avec tes doigts pour la récup et ensuite t'envoies tout. Bon tips, excellent, merci du partage. Génial. Est-ce qu'il y a une dernière partie que je vais te proposer qu'on aborde, qui sont des questions un peu légères sur le mental. Est-ce que tu as un dernier point là, à ajouter, un conseil, quelque chose qui te paraît important de manière globale? C'est un peu ce que je t'ai dit en amont, c'est que je pense qu'il faut parler de tous ces sujets, donc merci pour ton podcast. Je pense que c'est hyper important faut pas se cacher quand mentalement on est moins bien. Moi, ça m'est arrivé. Tu vois, je me souviens un soir, il y a peut-être 2 ans, nous, fin 2021, début 2022, c'était compliqué. On avait eu des soucis de cash, on a eu une très grosse croissance qu'on a mal gérée, on a fait des grosses erreurs, enfin plusieurs problèmes. Et il y a un jour, ma femme me voyait pas bien depuis plusieurs semaines déjà, et je lui ai dit, tu vois, j'ai l'impression d'être sur une falaise de montagne.
je suis très très haut. Je suis à un moment où j'ai jamais été aussi haut professionnellement, mais j'ai l'impression que je peux tomber à tout moment. Tu vois, vraiment. Ouais. Et je suis allé voir des gens qui m'ont aidé, tu vois, des psys, du coaching, j'ai pris du temps pour moi, j'ai fait un peu des sortes de retraites, tu vois, sur quelques jours où tu pars, tu t'isoles, voilà. Et ça, faut investir là-dessus. Faut investir du temps. Et il faut investir de l'argent, c'est hyper important. Tu vois, nous, notre mutuelle, tu as 6 séances de psy par an. Moi, j'invite tous les gens, on est chez Alan, on invite, je crois que c'est 4, je suis un peu un mytho, mais j'invite, tu vois, les gens de boîte à aller le voir. Ça devrait pas être, ok, j'ai un problème, je vais voir un psy. Évidemment, ça devrait être préventif. Tu vois, évidemment, le sport aussi. C'est pas tu fais du sport pour te muscler ou maigrir, mais c'est aussi, en fait, ça soigne beaucoup de problèmes de santé et ça te permet de te maintenir en forme. Mais je pense que le mental, c'est la même chose. Tu vois, on pense trop que je vais pas bien, je vais me faire aider, alors qu'en fait, même si tu vas bien, ça te permet de continuer. De rester, exactement. Et voilà, donc en parler, moi j'en ai parlé, même à mes équipes, alors pas à tout le monde, je savais qu'il y a des gens, ça tu vois, ça peut faire peur de te dire en fait le capitaine va pas bien et tout, mais j'en ai parlé à mes managers, de dire là je serai un peu moins présent, j'ai besoin de partir plus tôt, ou j'ai besoin de travailler dans ma bulle, donc ça c'est hyper important et de pas être jugé, voilà. Et je pense que notre société elle était pas du tout ok là-dessus et qu'elle est en train, et je suis d'accord avec toi qu'elle est en train de shifter sur ces sujets-là. Et moi, tu vois, genre un mec comme Tsonga au tennis qui a dit en fait, j'ai fait un burn-out de tout ça. En fait, je trouve que ces gars-là, il faut leur donner la parole et pas les humilier sur les réseaux et les comparer à Djokovic qui est tout le temps au top, même à 40 ans. Il faut les montrer en avant, raconter leur histoire, montrer que tout va bien et que même si dans ta tête ça va pas et t'es pas au meilleur moment de ta vie, il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Ouais, exactement. Voilà. Eh ben, merci, c'est hyper intéressant et hyper important, donc tu fais bien de le partager. Trop bien. Je te propose de terminer en quelques minutes par donc cette petite série de questions. L'idée, c'est de répondre comme ça devient et voilà, et un peu tac au tac. Questions un peu plus légères, toujours en lien avec le mental, évidemment. Première question. Si ton cerveau était un produit Merci Andy, ce serait lequel et pourquoi ? Si ton cerveau, si ton mental, si ton... non, mais ça, je pense que ça serait clairement nos gels pour les mains. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est la structure de tout. Et nous, sans les mains, sans les gels pour les mains, on disparaît. C'est trop important. Et moi, je peux changer de corps, je peux changer de tout ce que tu veux, mais je veux garder mon même mental. Et on a aussi plein de parfums. Et je pense que j'ai eu plein de moments dans ma vie où je pourrais être des parfums différents, tu vois. Donc j'ai aussi changé de personnalité. Je suis pas un caméléon, je change pas si je vais te voir toi, ma mère ou mon banquier demain. Mais par contre, j'ai eu des moments dans ma vie où j'étais très différent. Donc voilà, je dirais le gel pour les mains. Ça date. Très bonne réponse. Bonne question. J'aime beaucoup la question. Quelle est ta meilleure astuce pour te remotiver quand tu as un moment de faiblesse, un moment de moins bien ? Parler avec des gens qui ont la gouache. C'est clairement, tu vois, et à l'inverse, il faut rendre l'ascenseur. Mais c'est pour moi, le partage entre personnes, c'est la clé. Quand t'es pas bien physiquement, de parler à des gens qui sont des machines, ça te redonne de l'énergie. Quand tu as des soucis au taf, de parler avec des gens qui sont dans la réussite. Tu vois, il faut pas être jaloux et envieux. Il faut pas que eux te dégoûtent de toi où t'en es. Mais voilà, mais moi, c'est clairement ça. Je sais que j'ai 5-6 personnes autour de moi qui vont me redonner de l'énergie, mais dans la foulée, quoi. Que je fais partie de ces gens-là, parfois pour eux aussi, tu vois, on se renvoie sur qui ils peuvent s'appuyer, Exactement. Ok. Si tu devais méditer dans un lieu insolite, ça serait lequel ? Si je devais méditer dans un lieu insolite, ça serait lequel ? C'est une bonne question. En fait, moi, le chaud me relaxe beaucoup. Je dirais que le sauna, c'est un endroit où je sais pas ce qui se passe, mais j'arrive pas à réfléchir dans un sauna et ça me fait beaucoup de bien. J'ai du mal à méditer. Pourtant, j'ai une femme qui travaille dans l'ésotérisme, des cercles. Il y a beaucoup de méditation dans tout ce qu'elle fait, mais moi, j'ai du mal. J'adorerais.
Ça serait mon rêve de me dire, en fait, je suis capable de me prendre 20 minutes pour moi tous les jours. Mais le show, globalement, mais même quand je suis sur la plage en plein cagnard, ça me bloque fait lâcher un peu, un truc. ouais. Donc à Paris, ça serait un sauna, sinon ça serait sur une autoroute dans le Texas à 60 degrés. Ok. Quel super pouvoir mental aimerais-tu avoir pour gérer des imprévus ou des... Quel super pouvoir mental? Ça serait de... Ah, c'est une bonne question, mais c'est d'enlever la colère. Ouais. Ouais, ça serait d'enlever la colère. Ça serait que même si elle est importante et tout, en tout cas, tu vois, la tristesse, j'adore. Ça fait partie du jeu. Mais la colère, elle est... tu vois, la colère revanche, j'en ai encore un peu parfois, même à la maison. J'en ai moins chez Merci Andy, j'en ai un peu plus à la maison parfois, mais voilà, d'enlever la colère. C'est hyper important. Et justement, comme j'en mets pas du tout chez Merci Andy, je pense que j'ai encore une partie de moi qui a besoin d'en mettre quelque part. Et à la maison, t'en mets un peu plus. Ouais. Donc, je suis calme, hein, mais je tape pas tout le monde chez moi, je tape personne, faut pas taper. Ouais. Mais t'as compris quoi. J'aimerais enlever la colère. Si tu pouvais parler à ton toi de 15 ans, qu'est-ce que tu lui dirais pour te booster, pour avancer? Je lui dirais de prendre un poil plus confiance en lui. Ouais. Aujourd'hui, j'ai très confiance en moi, je me sens très bien dans mes baskets et tout. Mais à l'époque, je sais que je me suis empêché de beaucoup de choses parce que j'ai pas une famille où on avait beaucoup confiance en moi. J'ai des parents qui m'ont très bien élevé, qui ont été présents, mais qui m'ont pas propulsé, tu vois. Et je pense que enfin voilà, j'ai eu un peu un manque de confiance en moi. Surtout primaire, ça allait, début du collège, mais collège-lycée, c'était, j'ai pas aimé, tu vois. Je suis devenu, je suis trop resté petit garçon dans mon coin trop longtemps. Tu vois, le mental au tennis, tout ça, j'en garde pas une bonne période. Et c'était un manque de confiance total. Quel personnage fictif ou de film incarne pour toi le vrai mental d'acier? Tu veux que je te dise? tu vas te dire, waouh, sérieux? Mais déjà, j'ai envie que ce soit une femme. Parce que je pense que les femmes sont ultra résilientes et elles ont une intelligence émotionnelle très très forte. Mais je suis allé voir, tu vas te foutre de moi, mais je suis allé voir Vaiana 2 alors c'est un dessin animé, mais je suis allé voir Vaiana 2 au film, et pour le coup, elle est très résiliente. Et elle est très smart parce qu'elle y retourne. Elle a déjà eu dans le 1, alors c'est un dessin animé, mais elle a déjà eu dans le 1 l'envie de partir de sa famille, conquérir, aller voir des choses. Elle revient, elle se dit j'y retourne, elle se fait aider, elle choisit des gens bien s'entourer, c'est aussi être clé. Elle choisit, tu vois, un vieux monsieur pour l'aider à faire pousser des plantes sur le bateau et se nourrir. Elle choisit quelqu'un de très fort et musclé. Elle choisit quelqu'un pour naviguer, une autre femme pour naviguer à ses côtés, je crois que c'est ça. Donc elle a su s'entourer, et ça c'est clé de bien s'entourer. Et c'est une vraie leader, tu vois, elle arrive à combattre des monstres. Donc je vais prendre Vaiana. Excellent. Big up à Disney, quoi. Yes. Mais il y a plein de morale, c'est marrant, dans les Disney on dit qu'il y a plein de... Il y a plein de morale. C'est intéressant. Mais pour le coup, dans les nouveaux aussi, tu vois, évidemment, avec des théories plus nouvelles. Bien sûr. Et voilà, sans rentrer dans les débats politiques. Mais oui, il y a plein de morale. Vaiana. Génial, Vaiana. Et donc, ce sera la réponse de l'interview. Si la création de Merci Andy avait été un sport, lequel aurait-ce été? Aujourd'hui, tu te dis, j'aurais bien aimé créer le business de l'Aerox. Mais... non, ça aurait été un sport mixte, enfin tu vois, qui est autant pour les hommes et pour les femmes. Et l'Aerox, pour le coup, il est très très paritaire. Ça aurait été accessible à tous, hyper important, parce que il y a ce côté très inclusif, tu vois. Et moi, j'ai vu des gens en fauteuil roulant faire l'Aerox, enfin c'était assez impressionnant. Qu'est-ce que ce serait? C'est une bonne question. J'ai envie de dire l'Aerox, tu vois. Ça serait pas... Et surtout, tu vois, je vais te dire un truc. Moi, j'aime pas les sports communautaires. C'est pour ça que j'ai jamais aimé le golf, le cheval, l'équitation. Le tennis, ça s'est beaucoup ouvert et démocratisé, mais tu vois, et le paddle, je trouve que c'est trop communautaire. Moi, il y a des clubs de paddle, je suis pas à l'aise d'aller jouer parce que... c'est un peu un entre-soi. Et je ressens pas ça à l'Aerox. Je vois plein de gens différents. Tu vois, le billet est cher. C'est cher le billet. Hein. Enfin, honnêtement, après, tu le comprends pourquoi tu le payes. Mais c'est très ouvert. Tu t'encourages à mort. Ton seul adversaire, c'est toi.
c'est toi. Tu te bats pas contre celui à côté, tu te bats contre toi parce que faut faire ton record. Mais donc ouais, je vais dire l'Aerox. Ça Très bon. À Max. Très bon. Est-ce que pendant justement un Aerox, tu préfères plutôt avoir un coach qui te hurle pour t'encourager à côté ou au contraire un silence pour pouvoir toi te concentrer? Ouais, option 1, je crois. Ouais. Le bruit et l'encouragement te poussent. Ouais, bah, tu vois, le bruit. Alors, l'Aerox, c'est très bruyant. Ouais. Moi, j'aime bien. Il y a de la musique et tout, ça te donne. Mais non, moi, le silence, je suis pas un pro du silence. Tu vois, là, il y avait ma famille avec des amis, il y avait 2 enfants, il y avait plein de copains à Marseille. Ça a poussé. Ouais, moi, ça me stimule. T'es quel team, toi? Et ben pareil. Plutôt stimulé par les encouragements. Mais justement, le tennis. C'est un des problèmes au tennis. Ouais. C'est que ce silence au tennis pour jouer, il te met. Il est pesant. Déjà, il te met une charge. Ouais. Il te met OK, c'est à toi. Alors qu'en fait, non, moi, tu vois. Et je trouve ça plus fun maintenant qu'on laisse s'exprimer les gens à Roland Garros et tout. Mais avant, enfin, tu t'applaudissais 10 secondes, mais c'est tout de suite où. Ça est en train de changer un peu. Ouais, je suis d'accord. 2 dernières questions. Si tu pouvais te téléporter dans le cerveau de quelqu'un pendant une journée, qui ce serait? En ce moment, j'ai envie de te dire soit Elon Musk, soit Mark Zuckerberg. Je comprends pas comment tu peux chavirer comme ça. Tu vois, c'était des gars qu'on idolâtrait en tant qu'entrepreneur, et moi, c'est des gars. Enfin, tu vois. Je comprends pas, tu vois. Je comprends pas, surtout Zuckerberg qui comment tu peux autant. Alors je comprends les jeux de pouvoir, d'argent, il y a des milliards en jeu, mais j'aimerais bien être dans leur cerveau pour comprendre ce qui se passe. Le jeu politique et tu vois surtout Zuckerberg, comment tu peux dire en fait ma stratégie c'était ça et maintenant parce que le vent tourne c'est ça, tu vois. Masculinité, machin et tout, je trouve ça un peu hard et si j'étais plus courageux, je dirais on se retire des réseaux, tu vois. Malheureusement, on a tous une dépendance à ça, mais voilà. Okay. J'achèterais pas de Tesla. Ouais. C'est un premier acte. Ouais, c'est un premier acte. Dernière question, entreprendre un bain de glaçons. Peut-être que d'ailleurs c'est une bonne question, tu vas nous raconter, enfin tu vas nous dire si t'en prends, mais entreprendre un bain de glaçons ou chanter devant 1000 personnes, qu'est-ce qui te sortirait le plus de ta zone de confort? Chanter devant 1000 personnes, 1000 fois. Dans le bain de glaçons, je pense que c'est exceptionnel et ça fait du bien. Chanter devant 1000 personnes, moi ça me ferait pas du bien. T'as déjà testé les bains froids, les bains de glaçons? Ouais, j'ai testé un peu, Tu vois, là j'étais au ski, j'ai fait un sauna et j'ai plongé dans la neige et j'ai adoré. Et d'ailleurs, j'ai 2 entrepreneuses qui m'ont contacté, qui vont lancer un concept, ça s'appelle Dopamine, de sauna et bain glaçon au même endroit, pour justement avoir ce choc thermique, que ton sens se renouvelle et tout. Mais chanter devant 1000 personnes, dur. Ouais. Parler d'une conférence 1000 personnes, c'est ok. J'adore, c'est bien. Tu vois, j'ai pas peur, mais le chant, non merci. Là, je suis même pas devant toi et une caméra, tu vois. Donc, je vais pas te demander l'exercice. J'ai beaucoup de respect pour les artistes, tu vois. Ouais. Tout ce qui est quand t'es seul, c'est une chose, mais je trouve quand t'es plusieurs en chorégraphie et tout, il faut vraiment pas faire un faux mouvement, t'as une responsabilité sur les autres. C'est pour ça que je suis curieux de voir si tu ferais un épisode avec des artistes, mais tu vois, quand t'es seul, tu fais une erreur, c'est pour toi, tu l'assumes, tu passes à la suite, ça s'entend pas. Mais un groupe de danseurs où t'es 10 et en fait tu te trompes sur un pas, c'est tellement visible, c'est humiliant pour les autres, pour toi, il y a un vrai enjeu, Je ne chanterai pas, je te propose un bain de glaçons si tu veux, plaisir, mais voilà. Ça roule. On arrive au bout de cet épisode, c'était hyper intéressant. Est-ce que tu as le mot de la fin que je peux te laisser? Est-ce que tu veux ouvrir cet épisode? Non, je le redis, parler du mental, c'est hyper important. Le bien dans sa tête, bien dans son corps, c'est évidemment clé. Il faut aussi boire beaucoup d'eau, bien manger. Et merci de parler de ces sujets. Merci à toi, merci de ton accueil encore une fois. Bienvenue. Et plein de bonnes choses. Trop et pour bien. Merci Andy et pour l'Aerox. Merci Laurent. À bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode. Vous pouvez m'aider à faire connaître ce podcast de façon très simple.
abonnez-vous à ma chaîne YouTube et activez la cloche pour ne rien rater des prochains épisodes. Ensuite, pensez à liker cette vidéo et à laisser un commentaire. Ça me fait super plaisir de vous lire et ça booste l'émission. Si vous m'écoutez sur Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Amazon, mettez plein d'étoiles. Plus il y a d'étoiles, plus ces belles histoires de résilience et de force mentale pourront toucher d'autres personnes. Un grand merci pour votre soutien et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Et n'oubliez pas, c'est dans la tête.